Bonjour à tous, donc, je suis Cécile Delagarde, je suis en troisième semestre d'anesthésie et réanimation. J'ai fait ce travail encadré par le docteur Volato. Et je suis actuellement en stage en réanimation à l'hôpital Percy. Je vais vous présenter ce stage qui s'appelle la Belle au beau dormant, mais qui sera plutôt sur l'utilisation du rénimazolam en réanimation. Bon, comme pour chaque stage, on va commencer par un cas clinique. C'est une femme d'une soixantaine d'années qui se fait renverser par une voiture, a fait un trauma crânien grave avec des pétéchies pariéto-temporales, prise en charge initialement donc avec pose de pic, intubée, sédatée par midazolam sulfentanyl. Au bout de 48 elle a fait initialement une insuffisance rénale aiguë Cadigo 2 qui évolue favorablement rapidement. Au bout de 48 heures, devant un contrôle de la pression intracrânienne et un contrôle scanographique qui ne montre pas de majoration des lésions, on décide d'essayer de la réveiller, donc on arrête les sédations. La patiente ne se réveille pas, ou peu. Au bout de 7 jours, elle retire au banc de sup, elle ne réagit pas autrement. On fait un test au flumazenil qui est seulement partiellement concluant. Elle ne se réveille en tout cas pas suffisamment, elle bouge un peu plus. Donc on continue, on fait les examens classiques pour un réveil long. Donc on fait un EEG qui est non concluant, qui dit ralenti mais pas de comicialité. On refait un scanner, une IRM, qui montre un cerveau il n'y avait pas de majoration des lésions, pas d'ischémie, pas d'œdème. Donc là, on était à la visite et avec mes co-internes, on commence à discuter entre nous. On se dit, bon, est-ce que la patiente elle a un autre problème ou est-ce que c'est les sédations? On commence à se dire, bon, ça pourrait être, finalement, est-ce que nos sédations, on sait qu'elles ont des effets indésirables. Notamment, parfois, elles font des réveils longs. On commence à se poser la question, ça serait quoi la drogue de sédation idéale qui nous permettrait d'enlever ce genre d'inconvénients? On se dit, il faudrait que ça soit une drogue d'action rapide, que ce soit pour l'induction, puis ensuite pour la récupération. Donc une drogue qui s'accumule peu. Pour qu'elle s'accumule peu, il faut qu'elle soit non impactée par notamment les insuffisances rénales ou les insuffisances hépatiques, qui sont fréquemment présentes chez nos patients de réanimation. Il faut que ce soit des drogues qui n'aggravent pas nos patients, donc qui permettent d'avoir une certaine stabilité hémodynamique. Ce n'est pas une drogue qui, quand on l'arrête, ne fasse pas de syndrome de sevrage ni de délirium, qui peuvent mettre en danger notre malade, qui ait peu d'effets indésirables, notamment des effets indésirables graves, dans l'idéal qu'elle soit réversible, qu'il n'y ait pas de tachyphylaxie, qu'on ne soit pas obligé de monter extrêmement les posologies ou changer de molécule au bout de peu de temps, et pour notre système de santé, qu'elle ne coûte pas très cher. Bon, on le sait tous, cette drogue, elle n'existe pas, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Pour le moment, on a quoi? Pour le moment, donc, vous savez tous, on utilise souvent le midazolam. Le midazolam, c'est une drogue qui est très connue en réanimation, très souvent utilisée. Ses avantages, c'est quoi? Ça va être que ça fait une sédation profonde assez facile à mettre en place. Ça permet de garder une certaine stabilité hémodynamique. Elle est réversible par l'utilisation du flumazenil. C'est ses avantages principaux. Ses inconvénients, par contre, c'est que c'est une drogue qui a des métabolites actifs et qui va s'accumuler dans les graisses, parce qu'elle est liposoluble. Et donc, du coup, on va avoir un risque de réveil long, qu'on a tous déjà vu dans nos services. Et en plus, ce réveil long, cette accumulation, elle est majorée en cas d'insuffisance rénale. L'autre chose, c'est quand on arrête le midazolam, les patients sont souvent agités et ont souvent des déliriums, ils se mettent parfois en danger, notamment avec des auto-extubations, ce genre de choses. Elle est également légèrement dépresseur respiratoire, même si ce n'est pas la pire. Voilà. Dans les dernières, certaines recommandations, notamment les recommandations du PADIS, les dernières, nous disent qu'il serait préférable d'utiliser une sédation par des sédatifs non benzodiazépiniques. Notamment pas par le midazolam. Après, toutes les recommandations ne sont pas en accord avec ça, mais voilà, c'est l'une des dernières en 2018 ou 2019, je crois, qui dit ça. On a quoi d'autre? On a le propofol. Le propofol, ses avantages, c'est pareil, ça fait un bon niveau de sédation, c'est assez bien étudié. Ça s'accumule beaucoup moins. Ça a un bon effet on-off, du coup, on-set, off-set. Par contre, ça a plusieurs inconvénients, notamment une dépression respiratoire importante, ce qui peut être parfois avantageux, mais parfois délétère pour nos patients. Ça induit une grosse vasoplégie et une instabilité hémodynamique. On a des effets indésirables graves, notamment le PRIS, si c'est utilisé longtemps et à des grosses posologies. C'est un médicament qui est contenu dans une émulsion lipidique pour laquelle on sait qu'on a un risque d'infection, parfois qui peut être majoré. Bon, après, des choses un peu moins importantes sur l'utilisation long cours, mais c'est la douleur à l'injection ou la présence de virus.
On a une autre drogue qu'on peut utiliser, que vous connaissez également, donc la dexmédetomidine, ou dit le Dexdor, qui a un avantage selon certaines études qui aurait un sommeil plus physiologique et donc ce qui pourrait potentiellement diminuer le risque de délirium. Par contre, et du coup, les autres avantages, c'est que c'est peu dépresseur respiratoire et que ça peut en effet avoir un effet qui est potentialisé avec notamment des opioïdes. Ce qui peut également être un inconvénient si on veut réveiller notre malade rapidement. Par contre, ça a des inconvénients, et les inconvénients notamment, c'est que ça fait beaucoup d'hypotension et surtout des bradycardies. Il y a notamment une étude récente, l'étude SPICE-3, qui nous a aussi montré qu'on avait un risque de majoration de décès, notamment chez les patients de plus de 65 ans. Bon, cette étude peut être étudiée plus en profondeur, mais en attendant, il y a eu une alerte de la NSM qui nous dit de faire attention avec l'utilisation de la dexméthonidine en réanimation dans ce contexte. Voilà. Bon. Du coup, la fin de cette discussion, c'est que la drogue de sédation idéale, elle n'existe pas. Nous ayant entendu parler au staff entre nous, le chef se retourne et me dit « Bah bravo, tu n'as pas lu le dernier article que je t'ai envoyé. Il parlait d'une nouvelle drogue de sédation qui a l'air de se rapprocher de ce que vous évoquez. » Bon, spoiler, cette drogue, elle n'existe toujours pas, mais c'est vrai que celle que je vais vous présenter s'en rapproche un petit peu. Et donc c'est pour ça que je vous fais ce staff aujourd'hui. Donc vous parlez du rémimazolam. Le rémimazolam, c'est quoi? C'est une benzodiazépine, donc un agoniste GABA, qui a été développé par un labo pharmaceutique des Pays-Bas dans les fin des années 90. Ça a l'avantage d'être une benzodiazépine de courte durée d'action. Elle a l'AMM pourquoi actuellement? Alors chez nous et aux États-Unis, elle a une AMM seulement pour la sédation à visée diagnostique, les sédations procédurales. Par contre, dans d'autres pays, elle a depuis récemment, depuis 2021, une AMM pour l'anesthésie générale, notamment au Japon ou en Corée, qui l'utilisent beaucoup plus que nous. Voilà, en Belgique également, elle l'utilise pour la sédation terminale en réanimation, elle n'a pas l'AMM pour le reste. Voilà. Donc, on va commencer par des données de pharmacodynamie et de pharmacocinétique de cette molécule. Je me suis permis de la comparer donc, aux choses qu'on connaît mieux, donc, notamment pour parler du délai d'action. Donc, c'est pas une drogue extrêmement rapide en termes de délai d'action, c'est quasiment le même que le midazolam, donc de 1 à 3 minutes, là où le propofol fait bien mieux, de 30 à 50 secondes. Par contre, il a une durée d'action qui est très courte, donc c'est là où il est intéressant, donc entre 10 et 15 minutes. C'est un tout petit peu plus que le propofol, mais beaucoup plus court que les autres benzodiazépines, notamment celle qu'on utilise souvent, le midazolam. Alors actuellement, ces posologies d'induction, je vous en parle rapidement. Pour les sédations procédurales, ce qui est intéressant, c'est que ça a été prouvé que c'est indépendant du poids du patient. Vous savez, normalement, on calcule les doses en milligrammes kilo souvent. Et ben là, l'AMM en France, c'est en fait 7 mg si on n'utilise pas d'opioïdes pour les moins de 65 ans, 5 mg s'ils ont plus de 65 ans, et ensuite on diminue encore si on utilise des opioïdes. Mais par contre, c'est indépendant du poids. Après, il faut faire attention parce que ça a été peu étudié dans les poids extrêmes, notamment qu'il n'y a jamais eu de patient de plus de 120 kg, enfin en tout cas dans ce que j'ai trouvé. Ce qui arrive quand même souvent au bloc opératoire. Voilà. Ensuite, on va regarder, est-ce que c'est utilisable, du coup, comme on en parlait avant, en anesthésie full intraveineux. Pour le mida et le propofol, oui. Par contre, pour le rémimazolam, ça a été étudié du coup dans d'autres pays, mais pas dans nos pays en Europe. Mais par contre, il y a des études qui sont en cours, donc c'est à suivre et c'est l'une des choses dans lesquelles les experts considèrent que ça pourrait être intéressant. Et est-ce que c'est utilisable en évoque? Alors pourquoi je vous parle de ça? Donc vous savez que le propofol, on l'utilise souvent en évoque au bloc. Pour le moment, le rémimazolam, on ne peut pas. Il y a des études qui sont en cours, et en fait, aux États-Unis, pour le moment, ils n'ont pas l'AMM pour l'évoque du propofol, et donc c'est une des pistes qui les intéresserait potentiellement de créer en fait finalement une nouvelle drogue d'action rapide et de onset rapide pour laquelle ils auraient de l'évoque, ils pourraient simplifier certaines de leurs procédures. Alors voilà, le côté très intéressant du rémimazolam, il est ici. C'est qu'en fait, ça a une demi-vie contextuelle qui est très courte. Donc vous voyez ici, là vous avez la demi-vie contextuelle en fonction du temps d'infusion. Donc vous voyez ici en petit pointillé, c'est celle du midazolam qui augmente très fortement assez rapidement, donc une drogue qui s'accumule. Le propofol qui s'accumule peu initialement, mais qui finit par s'accumuler et avoir une demi-vie contextuelle quand même qui augmente. Et le rémimazolam ici qui a été étudié sur plusieurs heures et qui semblerait ne pas s'accumuler, ou très très peu. On voit qu'au bout de 2 heures, c'est quasiment le même, ici on a créé quasiment le même, en fait c'est 5 à 10 minutes pour le propofol et 7 à 8 minutes pour le
pour le rémimazolam, mais par contre, il y a un écart qui se crée par la suite. Alors pourquoi ? Il y a une demi-vie contextuelle comme ça qui est très courte. Alors c'est lié en fait à cette fonction ester qui est rajoutée. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est une fonction de benzodiazépine hein, finalement. Et là, on a celle du midazolam, et ici on a celle du rémimazolam, qui est une petite fonction ester en plus. Cette fonction ester, elle est utile pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le sang, on a des carboxyextérases qui vont transformer cette fonction ester pour rendre en fait le midazolam en son métabolite inactif, qui est 300 fois moins à fin pour les récepteurs GABA. Et donc, en fait, on a un métabolite qui est inactif et qui va ensuite être éliminé par le rein. Donc, ce qui fait en fait que déjà cette molécule, elle ne dépend pas de la fonction rénale, ce qui est quand même pour son élimination, ou pour en tout cas son inactivation. Et c'est ça qui rend son effet onset très rapide. Les autres choses dont on parlait sur la drogue de sédation idéale, ça va être une drogue qui va permettre une stabilité hémodynamique. Donc là, il y a une étude qui a cherché à regarder du coup, justement l'effet de comparer en fait, l'effet du rémimazolam et du midazolam. Donc rémimazolam sur plusieurs posologies qu'on voit ici, au midazolam, c'était lors d'anesthésie pour des gastroscopies. Et on voit ici que là, on étudie les battements par minute et on voit que la fréquence cardiaque en fait reste toujours entre 70 et 90 sans jamais avoir de bradycardie. Il y a d'autres études qui ont montré la même chose globalement, donc c'est une bonne stabilité de la fréquence cardiaque. On voit ici la même chose pour la pression artérielle, toujours la même comparaison, donc du midazolam et de plusieurs doses de rémimazolam, et on voit que la pression artérielle systolique reste aux alentours de 120 et la pression artérielle diastolique à 80, donc une panne largement supérieure à 65 et sans arrêt. Global, cette partie qui doit être au moment de la mise de gastroscope. On voit aussi que ça permet de garder une bonne stabilité respiratoire avec pas de bradypnée. Toujours la même comparaison, la même étude. Là, on voit que la fréquence respire reste toujours entre 15 et 20. Voilà. Ensuite, donc, l'autre chose intéressante, c'est est-ce que ça fait des délires ou des syndromes de Sjögren après l'arrêt. Alors là, on a très peu de données. En fait, il y a quelques études japonaises qui ont essayé de comparer, notamment, là, ils ont comparé entre des chirurgies dans le cadre de la mise en place d'un TAGI. Ils utilisaient chez des patients âgés, ils avaient 26 inclus, soit ils mettaient du rémimazolam, soit ils mettaient du propofol, et 50 patients par groupe, je vous dis les bêtises. Et en fait, ils ont eu une réelle diminution, du coup, mais c'était monocentrique, hein, donc il y a beaucoup de biais. Mais ils avaient une diminution des déliriums chez le sujet âgé dans les 3 premiers jours post-opératoires de 26%, donc ce qui est quand même assez important dans le groupe propofol, et seulement de 8% dans le groupe rémimazolam. Il y a eu d'autres études qui ont été faites, notamment en chirurgie orthopédique, qui comparaient au Dexdor, mais là aussi on avait une diminution qui était moins franche. Il y a une première, et c'était 2 études rétrospectives. Et là, il y a une première étude prospective dans le cadre de la chirurgie cardiaque chez le sujet âgé qui est en cours, dont on n'a pas encore les résultats. Mais là, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées. Une autre chose, donc, c'est, on disait qu'une drogue intéressante, elle doit être réversible. C'est une benzodiazépine. Il y a une étude qui a cherché à voir si le flumazenil était tout aussi efficace. Ça l'est. Voilà. Donc, par une étude compétitive, voilà, c'est la même chose que ce qu'on utilise d'habitude. Ensuite, est-ce qu'il y a des effets indésirables ? Alors, on se doute que comme c'est une drogue qui est assez peu utilisée encore pour le moment, on a peu d'informations sur les effets indésirables, notamment les effets indésirables graves, peu fréquents. La seule chose qu'on a pour le moment, c'est que dans plusieurs études, on a retrouvé notamment il y a plusieurs cas cliniques qui ont été publiés sur des cristallisations avec le ringère, notamment avec des solutions en fait acides, et ça a amené par exemple au décès d'un mouton lors d'une des premières études. Il faut faire attention, c'est quelque chose avec lequel donc pour le moment il est recommandé de ne pas l'utiliser avec du ringère et pas des solutions acides. Voilà, on n'a pas d'autres infos sur les effets indésirables, encore une fois, parce que c'est très peu utilisé. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à utiliser avec cette drogue ? Alors, ce qui est intéressant, il faut savoir que les estérases plasmatiques, elles sont produites par le foie. Donc, on pourrait se dire qu'il peut y avoir une diminution en cas d'insuffisance hépatique. Alors, il y a eu des études qui ont été faites chez les patients insuffisants hépatiques qui ont montré que chez le child B et A, ça changeait quasiment rien. Après, chez les child C, il n'y a eu que 3 patients qui ont été étudiés. Donc, mais il n'y avait pas de
grande augmentation du temps d'éveil. Et donc l'AMM dit juste qu'il faut faire attention, rester vigilant, mais ça s'arrête là-dessus. Donc comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de limitation chez les insuffisants rénaux. Et chez les enfants, pour le moment, on ne peut pas l'utiliser, ça n'a pas encore été étudié, mais il y a des études qui sont en cours également. Alors voilà, donc pour le moment, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça a été, en tout cas, comment ça a été développé. Donc en France, nous, ça a été développé pour l'anesthésie courte durée. Ça a l'AMM donc pour la FOGD, pour la coloscopie, l'hystéroscopie, ce genre de choses. Par contre, il y a des études qui ont étudié quand même que le temps de réveil était quand même plus long pour ces sédations pour des procédures courtes que par rapport au propofol. Ce qui va potentiellement être un frein à l'enchaînement des procédures, notamment quand on pense aux gens en clinique qui ont besoin d'enchaîner très rapidement. Finalement, c'est une drogue qui semble moins intéressante que le propofol. Alors, est-ce que ça peut être envisageable pour d'autres, envisageable de l'utiliser pour d'autres façons? C'est la question qu'on s'est posée, du coup. Est-ce que ça pourrait potentiellement être une bonne drogue de sédation en réa? Alors déjà, ça commence mal parce que quand ils ont essayé de créer la molécule, quand ils ont créé la molécule, ils ont fait des études de phase 1 et 2 en réanimation, au moins sur des sédations longues sur 24 heures. Étude qui n'a pas été publiée en fait, par le laboratoire pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des taux initialement trop élevés, mais du coup, je n'ai jamais pu la récupérer parce qu'elle n'est pas publiée, elle est juste citée. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça a existé. Alors, ça n'a pas découragé d'autres personnes, notamment des Chinois qui font beaucoup d'études sur la REF. Il y en a 3, je ne vais pas vous mentir, mais c'est eux qui en font le plus. Du coup, ils ont fait plusieurs études de phase 1 pour rechercher en fait la dose qui permettrait d'avoir une sédation en unité de soins continus. Donc ils ont pris des patients en post-op de chair cardiaque d'environ 50 ans. Ils avaient 26 malades et en fait ils ont essayé plusieurs doses et ils cherchaient d'obtenir un RAS-2, donc, inférieur ou égal à RAS-2. Et ils l'ont obtenu donc pour plus de 10 patients par groupe pour des doses de 0,125 mg/kg. Voilà. Ce que ça nous a confirmé également cette étude, c'est que sur 8 à 24 heures, on avait également la persistance de cette stabilité hémodynamique, que ce soit sur la pression artérielle ou sur la fréquence cardiaque. Autre étude donc, qui cherche à peu près la même chose, mais c'est juste pour augmenter le nombre de patients. Donc c'était également une étude en unité de soins continus en post-op de chirurgie monocentrique qui cherchait une posologie. Là, c'était des posologies un petit peu plus élevées, mais où il y avait une persistance de la stabilité hémodynamique, pas d'effet indésirable. Voilà. Là, il y a une autre équipe qui cherche à faire un essai du coup de phase 2, donc un essai contrôlé randomisé de non-infériorité, qui cherche à comparer le rémimazolam au propofol dans un seul centre. Donc cette étude est encore en cours, ils veulent inclure 42 patients par groupe et ils vont étudier par la suite, du coup savoir si ça fait une sédation satisfaisante, s'il y a des effets cliniques majeurs, donc des effets indésirables qu'on pourrait voir et qu'on n'avait pas vu auparavant, et ils vont étudier dans des critères secondaires, notamment le délirium, donc comme on en a parlé, ça peut être intéressant, la durée de sevrage de la ventilation, la difficulté à nurser les patients, la survie à 28 jours, les effets indésirables, la dose totale administrée et l'utilisation aussi, ils ont besoin d'utiliser d'autres médicaments pour sédater nos malades. Et ils vont également étudier le PIS. Cette étude n'est pas encore sortie, ils ont commencé à inclure, mais voilà, on a finalement très peu d'informations. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rémimazolam et de son utilisation en réa? Assez peu de choses finalement. On sait que ça s'accumule peu en anesthésie, mais en réanimation, on n'a pas eu de sédation suffisamment longue pour le savoir. On sait que ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendant de l'insuffisance rénale ou de l'insuffisance hépatique. Ça permet une bonne stabilité hémodynamique, en tout cas en anesthésie. C'est une drogue qui est réversible. Bon, par contre, ça c'est pas forcément pour la réanimation, mais pour l'anesthésie, on sait que c'est inférieur, en tout cas sur la rapidité de réveil pour les sédations courtes. Donc pour le moment, le propofol reste supérieur, semble-t-il. Et par contre, pour la réa, on manque de données sur plein de choses, sur les effets indésirables, notamment les effets indésirables graves, on ne sait pas finalement comment ça marche pour la sédation longue durée, on ne sait pas si ça marche bien sur la sédation très profonde. On a peu d'informations sur les populations particulières et sur les patients défaillants. Et on n'a pas d'études comparatives pour le moment sur son utilisation par rapport aux produits qu'on utilise actuellement. Donc ok, c'est un peu un stade dans le vent, mais au moins ça m'a permis de vous présenter une nouvelle drogue de sédation dont on va probablement entendre parler plusieurs fois. Donc c'est un nouvel outil qui est prometteur quand même, qui a des beaux arguments, notamment pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, mais qui nécessite encore
énormément de travail et de nouvelles études avant d'être utilisé, que ce soit de manière fréquente en anesthésie et en réanimation.